Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. On est de retour avec notre collègue pour parler de politique. Moi, j'adore ça. Avec Stéphanie Touga. Bonjour, Stéphanie. Salut, Pierre. Comment ça va? Ben moi, ça va bien. Moi, ce matin, je trouvais pertinent de parler des projets de loi privés parce que c'est une initiative d'un politicien de dire, moi, ce que je trouve important dans la vie, là, c'est protéger la paille de plastique. Puis l'autre arrive avec l'arrêt Jordan. Il y a quand même une bonne différence. Il y a toujours une bonne différence dans le poids de ces projets de loi-là. Des fois, par exemple, même, il y a des projets de loi privés qui sont portés par des villes. La ville de Montréal, la ville de Gatineau en ont fait dans les dernières années. Fait que ce genre de projets de loi-là ont parfois une importance significative sur le cadre législatif ou le cadre politique au Québec. Mais c'est vrai que des fois, c'est des trucs un petit peu plus banals du quotidien. Incroyable. Mais là, on va se parler d'autre chose qui peut nous toucher, évidemment. C'est en politique internationale. C'est les pressions de l'OTAN. Oui, l'OTAN, donc, cette organisation qui a été un petit peu malmenée dans les dernières années, mais qui a quand même toute son importance dans un contexte où on sent qu'il y a des tensions, puis même, utilisons les bons termes, qu'il y a des guerres un peu partout sur la planète, des tensions armées un peu partout sur la planète, au Moyen-Orient, en Europe, aux portes de l'Europe, avec la Russie aussi également, un peu partout. Donc, on sent une montée de la violence et des tensions. Fait qu'une organisation comme l'OTAN, ça prend tout son sens dans ces moments-là. Et l'OTAN, donc, le secrétaire général de l'OTAN n'est plus. N'est plus. Il n'est pas décédé. Mais donc, il y aura changement. Oui, il s'appelle Mark Rutte. Mark Rutte, exact. C'est un Néerlandais, en fait. C'est l'ancien premier ministre des Pays-Bas. Et il prendra, si tout se passe comme ça devrait se passer dans les prochains jours, prendra la direction, donc, de l'OTAN. Pourquoi c'est intéressant? Donc, plein de choses. D'abord, le possible retour de Donald Trump. Donald Trump qui avait dit que l'OTAN, ça avait plus de pertinence, que c'était pas important. Et il était très, très, très fâché du fait que et il a raison d'ailleurs, là, que plusieurs États membres de l'OTAN ne contribuaient pas à leur dont le Canada. Et surtout le Canada. Incroyable. Surtout le Canada. Donc, Donald Trump qui pourrait éventuellement reprendre la présidence américaine très rapidement. Et qu'est-ce qui adviendra de l'OTAN? Bonne question. Je souris parce que j'allais dire, il n'aura donc pas tout faux. Ben non! Il n'aura pas tout faux. Ouais. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est que Mark Rutte, il est nommé le Trump Whisperer. Donc, c'est celui qui était capable de baisser la pression quand Donald Trump a dit qu'il voulait justement sabrer l'OTAN. C'est lui qui est allé le convaincre en disant « Tu vas voir, ensemble, on va aller rallier les autres États membres pour qu'ils contribuent davantage. » Ça n'a pas à être uniquement les États-Unis qui financent largement, donc à coups de milliards. Mais quel sujet intéressant, parce que moi, je peux te dire que réellement, j'ai pas eu le temps de voir ça, mais tu sais, je regardais mes journaux ce matin, puis l'axe Chine-Corée du Nord, Russie et Iran, on dirait qu'on est dans James Bond. Là. Ben, presque. C'est les méchants. C'est les vilains. Je suis pas sûre qu'ils se lèvent le matin en se disant c'est nous les méchants, eux c'est les bons. Mais c'est sûr qu'il y a des axes clairs. Puis si on n'est pas capable d'avoir une OTAN financée et efficace, bien financée et efficace, bonne chance à nous. Hein. C'est sûr qu'on est dans une situation où il y a des vives tensions. Puis ça, c'est l'autre enjeu de l'OTAN. Donc, ça sera de déterminer qu'est-ce qu'ils vont avoir comme politique face à Poutine. Poutine qui a empiété en Crimée il n'y a pas si longtemps. On l'a laissé faire. Là, réempiète en Ukraine. On le laisse pas tout à fait faire. C'est-à-dire qu'on continue de financer l'Ukraine. Mais éventuellement, est-ce qu'on pourra indéfiniment continuer à financer l'Ukraine, à soutenir l'Ukraine? Et il y a matière à s'inquiéter parce que si l'OTAN éventuellement devait intervenir, ça fait longtemps qu'on aurait dû mettre le 2% parce qu'un tank ou un avion, ça se bâtit pas en 2 secondes. Ça se bâtit pas en criant ciseaux, tout à fait. Donc, l'OTAN aura ce rôle-là à jouer et M. Rutte est l'un d'eux qui a tenu tête par le passé à Poutine ou qui a essayé du moins de lui tenir tête. Mais là, il arrive aussi dans un contexte où plusieurs de ces États membres de l'OTAN sont également des Européens et des Européens pro-Poutine. On peut penser, par exemple, à Viktor Orban en Hongrie, qui, lui, a une politique étrangère assez claire pro-Poutine, si bien que M. Orban sera le nouveau président du Conseil de l'Europe. Et c'est quoi son slogan? « Make Europe Great Again ». Oh my God. C'est le slogan qu'il a annoncé hier. Donc, ça annonce plein de choses pour cette nouvelle L'OTAN n'aura pas direction. cette belle comme
candide association d'Occident progressiste, Absolument machin, là, tout d'un coup, là, Absolument pas. Et mais c'est peut-être aussi ce qu'on a besoin, d'avoir quelqu'un qui est discipliné, ferme et qui est capable de tenir tête à un Donald Trump, de lui dire rentre dans les rangs, de tenir tête à un Vladimir Poutine. Il a également, M. Rutte, donné son appui donc à Israël suite aux attentats du 7 octobre perpétrés par le Hamas. Mm-hmm. Donc, sa ligne sur plusieurs conflits est déjà très claire et très arrêtée. Et c'est les choix que les États membres ont fait. C'est drôle, hein? Moi, je t'écoute parler, puis ça m'intéresse beaucoup, la politique, puis j'ai siégé à Ottawa, puis on dirait que ces dépenses militaires-là, ça n'a jamais été ma priorité. Mm-hmm. Et pourtant, aujourd'hui, on le voit bien que d'avoir ce qu'il faut pour se défendre, pour défendre nos alliés, puis éviter qu'un crinqué décide d'envahir un autre pays, il faut y mettre l'argent là-dedans. C'est sûr qu'au Québec, au Canada, on est dans une situation extrêmement de paix. Là. La paix, là, tant qu'on l'a, on la prend pour acquis, puis quand on l'a pu, on se dit, mon Dieu, j'aurais dû agir. N'ayant aucune frontière, je veux dire, on a des poissons autour de nous. C'est pas mal ça qui est le plus menaçant. Sinon, c'est les États-Unis. Fait qu'on était dans une situation... on était quand même dans une situation enviable sur le plan de la paix. Mais qu'est-ce qui arrive si un Donald Trump décide là, que c'est la fin de la paix? Là? On met fin à ça, cette chose-là, cette stabilité-là. On est vraiment collé sur la frontière américaine. Je veux dire, moi, j'étais allé dans le Maine il y a quelques jours. C'était à 5 heures de voiture. C'est à côté, les voisins américains. Donc, d'avoir le géant américain, ça nous a mis dans une situation où on était confortable. Une espèce de sécurité. On était certain que nos amis allaient nous protéger encore. Puis on se trouvait donc mignon de dire, nous, on est les casques bleus. On est la Suisse de l'Amérique du Nord. On est vraiment... on est la Suisse de l'Amérique du Nord. On est les gentils. Jusqu'à temps qu'on se sente peut-être un peu davantage menacé et que les enjeux de violence et d'attentats se rapprochent de nous. On n'est pas à l'abri de ça. Alors, c'est un débat. En tout cas, on en a parlé pas mal quand même. Je pense que les conservateurs ont talonné parce que là, c'était quand même un flanc très attaquable des libéraux à Ottawa. Alors, les conservateurs ont pu les talonner là-dessus. Ceci dit, donc, M. Poilievre, justement, est venu dans nos terres québécoises encore hier. Encore hier, Pierre Poilievre est venu en sol québécois. Pierre Poilievre, on dirait que, pour moi, là, j'ai l'impression qu'il agit comme s'il était en terrain conquis, alors que non, il est un visiteur. La politique fédérale au Québec, on le voit, on s'y intéresse surtout en contexte électoral, sinon... Franchement, on s'y intéresse pas tant que ça dans les médias, ni autour de la table dans la salle à manger dans les maisons du Québec. Mais là, M. Poilievre, il débarque ici et il s'en prend aux élus municipaux. Il commence à dire que les élus québécois, c'est pas mal des incompétents. Il débarque en sol québécois puis il dit qu'il va donc faire mieux quand il sera au pouvoir. Moi, je trouve que franchement, c'est pas une attitude qui passe bien au Québec. Non, de parce se faire qu'on s'attend traiter de niaiseux par Ottawa, c'est exact. jamais une manière d'agir en politique ici. Absolument. Mais ceci dit, c'est tellement simple. C'est la rhétorique conservatrice moderne, il faut croire, de vraiment casser du sucre sur tout ce qui se veut progressiste et même de faire erreur au niveau climatique. Parce que moi, personnellement, à chaque fois, j'entends quelqu'un me dire moi, en tout cas, M. Poilievre, là, je l'aime de plus en plus. Non, mais c'est parce que vous ne comprenez pas. Pour lui, la crise climatique n'existe pas. Ça, c'est un sujet parmi d'autres. Mais c'est quand même un sujet majeur. Un sujet majeur et déterminant. Tu as 100% raison. M. Poilievre, il nie complètement la crise climatique. Là, ou du moins, il la met numéro 25 dans ses priorités. Puis on le sait pourquoi. Parce que son bastion, ce sont les provinces de l'Alberta et de la Saskatchewan, où c'est un bloc, à peu près tous les députés sont conservateurs. Oui, c'est ça. En Alberta, là, les derniers sondages projettent peut-être un élu libéral en Alberta. On parle d'à peu près 5 en Colombie-Britannique. On a longtemps parlé des prairies comme le bastion conservateur, mais toutes les provinces canadiennes, exception faite du Québec, vont virer au bleu. Vont virer au bleu foncé. Moi, je me souviens, en 2015, quand Justin Trudeau est rentré au pouvoir, si je me trompe pas, 100% des circonscriptions dans les Maritimes étaient libérales. C'est vrai. Et là, on est presque à 100% qui vireraient conservatrices. C'est un gros revers. On parle de 20 points d'avance là, qui se cristallisent de sondage en sondage. Et le Québec est le seul bastion où il y a des chances
pour les libéraux et pour les bloquistes, surtout. Oui, c'est ça. Les conservateurs sont troisième 3e en ce moment dans les intentions de vote, selon le Angus Reid qui est sorti hier. Les conservateurs gagneraient malgré tout sans le Québec. On se ramasserait avec un gouvernement conservateur extrêmement fort, avec une super majorité. Le Angus Reid projette 228 sièges, qui est un gain net de 109 sièges. Incroyable. Mais moi, pour moi, le problème majeur, c'est toujours cette vision fermée là, devant... Moi, je me rappelle, quand j'avais fait une coalition, j'avais demandé à tous les partis de se réunir pour dire on s'engage à respecter nos engagements pour la limitation des gaz à effet de serre. On se chicanera en campagne électorale. Exact. Comment on y arrivera? Les conservateurs m'ont juste dit, ben non, on aime bien mieux taper sa taxe carbone à Justin Trudeau. Ils m'ont répondu ça. Devant ma candeur, peut-être. Mais c'est quand même ça. Ça mérite d'être transparent. C'est pitoyable. Ceci dit, c'est quand même... Moi, j'avoue que j'étais un peu surpris de voir M. Poilievre déjà chez nous parce que... Et je me demande s'il n'y a pas un lien avec l'élection dont tu nous parlais il y a 2 jours, celle de Toronto. Oui. Parce que M. Housefather s'en va pas demain matin. Là, parce que j'ai dit ça comme si tout le monde savait. Anthony Housefather, qui est un numéro député libéral dans Ville-Mont-Royal. Issu lui aussi de la communauté juive. Absolument. Et là, Pierre Poilievre a également, donc il a nommé, c'est Neil Oberman, je cherchais son nom, qui est un avocat de formation, qui était l'avocat qui a tenté, en fait, qui a déposé l'injonction contre le campement pro-Palestine à McGill. Donc, on a entendu parler de lui dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Hier, donc, Pierre Poilievre nous a présenté en grande trompe son gars. En grande trompe, j'adore ça, comme un vrai Trump. mais il y avait d'ailleurs, honnêtement, parlons potin. Oui, vas-y donc. Il a enlevé ses lunettes, mais là, hier, il a ajouté, premièrement, il est en T-shirt maintenant, tout son veston, puis il a ajouté une espèce de médaille plate, un peu comme une médaille de vétéran. Oui, tu iras voir les photos. C'est, tu sais, mettons, quelqu'un qui porte sa médaille de soldat. Comme s'il était un vétéran, là. Ou comme un soldat au combat. Parce que c'est les fameuses médailles qu'on identifie les gens avec. Donc, il n'y a rien de comique. Je ne veux pas faire de blague avec ça. Mais il y a comme quelque chose d'un coup. Je me demande vraiment ce que c'était. Ouais. Mais ceci dit, c'est surprenant. Donc, est-ce qu'on veut ici... C'est vite, c'est tôt. Hein? Oui. Donc, on veut aller comme faire vaciller la foi des gens qui votent libéral depuis toujours. Parce que à Ville-Mont-Royal, ça a-tu déjà été conservateur? Pas depuis 1940. Eh boy. Même pas dans le temps de Brian Mulroney? Non. Ça a été Pierre Elliott Trudeau-Papa pendant une vingtaine d'années. Ensuite, Erwin Cutler, Anthony Housefather, donc des libéraux notoires, très connus du paysage politique. Donc, c'est un gros pari. Pourquoi il choisit Mont-Royal? Pourquoi il choisit si vite, donc, de se présenter au Québec? Il est en tournée québécoise en ce moment. Vient au Québec, pointe du doigt les élus municipaux. Donc, il y a une démarche très agressive. Mais c'est vrai que le terreau est là, parce que Ville-Mont-Royal, ça a toujours été un peu en marge de Montréal. Il a déjà été fusionné, c'est agacé à l'os. Donc, il y a tout ce qu'il faut là, pour susciter un peu de crépitement. Peut-être, écoute, mais n'empêche qu'il est très, très loin dans les intentions de vote. J'ai l'impression que ça le démange, moi, plus qu'autre chose, de ne pas comprendre la politique québécoise, d'être 3e dans les intentions de vote. C'est pas dans Ville-Mont-Royal qu'il a pogné un échantillon représentatif. C'est sûr. Il y a peut-être une petite différence entre ça et Pont-Cartier. Mais j'ai l'impression... Oui, définitivement. Mais j'ai l'impression que ça doit le démanger de ne pas être, le numéro 1 donc, dans les intentions de vote. En rafale, donc, le dernier Angus Reid qui est sorti hier, PLC, donc très, très bas. 20 points derrière, donc, les conservateurs. Bloc québécois qui pourrait former l'opposition officielle face à un gouvernement conservateur super majoritaire. Le NPD monte un peu, mais pas tant que ça. Donc, on a un paysage politique là, très, très, très éclaté par rapport à ce qu'on a depuis 10 ans. Donc, une domination libérale. Je le répète quand même, Justin Trudeau a été réélu 3 fois. 2 fois minoritaire, 1 fois majoritaire. Je parierais quand même pas ma paix contre Justin Trudeau aujourd'hui. Moi, je comprends ce que tu évoques, parce que moi, M. Trudeau, il a été surprenant. C'est parce que... Absolument. Il y a un angle... Moi, ça m'a toujours fasciné en politique. Tu sais, de penser, regarde, moi, c'est ma vieille casquette de Barack Obama. Barack Obama, là, c'était peut-être un grand homme d'État, mais c'était aussi un vrai vendeur de balayeuses de porte en porte. Justin Trudeau aussi. C'est ça. C'est un excellent campaigner. La première chose qu'il a fait après avoir été réélu minoritaire, il n'y a pas si longtemps, il a été voir le NPD, il a été cogné à la porte du NPD en disant on crée une alliance. Ça lui a permis de rester, disons, sur le respirateur artificiel, mais quand même de rester au pouvoir, de gouverner. Le NPD ne souhaite pas partir en élection, donc il va pouvoir continuer à gouverner presque tant qu'il le souhaite avec le projet de loi
loi sur l'assurance médicaments qui vient de passer. Donc, Justin Trudeau, les gens qui le sous-estiment, puis c'est un peu de bon goût là, de dire Justin Trudeau qui n'est pas très habile, je pense que c'est une erreur. C'est une grosse erreur. Je parierais pas, pas ma paix contre lui. En tout cas, je suis d'accord avec toi. Puis c'est sûr qu'au niveau de ce qu'on a vécu dans les dernières années, tu sais, comme M. Legault a traversé la pandémie, puis il s'en est quand même bien tiré. Très bien tiré, ben oui. M. Trudeau aussi. Ce qu'on ne doit jamais oublier, c'est que tout ça s'est fait à renfort de millions et de milliards de dollars pour soutenir une économie, puis tout ça. Alors ça, aujourd'hui, on est dans les déficits, puis on doit gérer. Mais il y en a pas moins que M. Trudeau, effectivement, ce que je trouve déplorable, c'est qu'il n'y a pas d'alternative sensée. Pour moi, M. Poilievre, c'est pas une alternative sensée. Le défi numéro 1 de tout le monde sur la planète, c'est la crise climatique. Et nous avons cette industrie pétrolière des sables bitumineux qui est vraiment préhistorique là, en termes d'émanation de gaz à effet de serre. Je trouve que tu touches quelque chose d'important. Pierre Poilievre ne doit jamais oublier. Et les sondages le démontrent. C'est ce qu'on voit dans les bas-fonds de tous les sondages qui ont là depuis un an. c'est que Pierre Poilievre, on vote pour lui par défaut. Il ne suscite pas de grand enthousiasme. On ne voit pas en lui le sauveur. Non. On se dit, les Canadiens se disent simplement, on est tanné de Justin Trudeau et de la gouvernance libérale. Tout simplement. C'est là. Mais ça, là, en campagne, et ce que tu dis est tout à fait vrai, d'avoir un grand campaigner comme Justin Trudeau, parce qu'il faut lui donner ça, ben ça peut vraiment jouer pour lui. Est-ce qu'on pourrait imaginer le pays avant le parti? Est-ce qu'on pourrait imaginer un examen de conscience chez les libéraux qui font nos chances de gagner avec Justin, c'est comme sa fleur est fanée, là. C'est fini. On se fait harakiri, on change de chef. Est-ce qu'on pourrait imaginer ça? Bien sûr qu'on pourrait l'imaginer, mais moi, j'ai pas l'impression qu'au moment où on se parle, c'est ce que Justin Trudeau souhaiterait faire. Plus le temps avance, puis moins il y a d'espace pour ça. Autre chose, moi, si je suis un potentiel ou une potentielle candidate à la succession de Justin Trudeau, j'ai pas envie d'aller me casser les dents dans une élection c'est vrai, ça. Maintenant. Je vais attendre que Justin Trudeau perde, disons de manière hypothétique, et que j'accède ensuite à la succession, à moins que tu sois, et là, on terminera là-dessus, j'imagine, mais un Denis Coderre qui lui dit, ben moi, ça me dérange pas d'être le chef d'en attendant, votez pour moi. Oui, c'est ça. Ben on le saura demain, parce qu'il convoque les médias devant l'Assemblée nationale. Incroyable. Mais lui, c'est un peu sa ligne de com. Votez pour moi, je le sais que je serai pas premier ministre, mais je vais être le gars d'en attendant. Bon, laisse-moi en douter. Mais on peut aussi espérer que Mme May va sortir en disant « Oh, s'il vous plaît, il faut faire mieux que ça. » Parce que Mme May, moi, je la connais. Je sais à quel point elle a une vision presque fantasmée de la politique. Puis quand elle est arrivée avec sa lecture, là, « Calmez-vous tout le monde, il n'y a pas de traître à la Chambre des communes. » J'adore comment tu l'imites. Je varie constamment mon imitation, mais c'est parce que, honnêtement, là, Mme May, là, c'est une bonne personne. C'est la mère nature. Moi, c'est pour ça que j'avais migré vers elle. C'est une bonne personne. Mais des fois, c'est comme un jugement, comme, ben voyons, comment peux-tu arriver avec une dimension presque de picotine, une émission pour les enfants, alors que Jagmeet Singh, à l'autre bout, arrive et dit c'est épouvantable. Là, est-ce que c'est. Là, je te laisse là-dessus. Juste une petite question en sortant parce que j'adore ça. Est-ce que tu as l'impression que cette question-là de l'ingérence étrangère, M. Trudeau espère, en fermant la Chambre des communes, c'est comme bon, on n'en parle plus. Bon été. Écoute, la gestion de ce dossier-là, pour moi, c'est la pente glissante. En 2023, on disait on a besoin d'une enquête publique, à tous les jours, les oppositions le réclamaient, disaient non. Finalement, on décide de nommer David Johnston comme rapporteur. Finalement, ça a comme pas vraiment marché. Il a essayé de mettre un band-aid sur une plaie ouverte. Finalement, il a été forcé, on lui a forcé la main en 2024 de le déclencher avec la commissaire. Il s'en sortira pas si simplement. Ben évidemment pas. OK, fait que là, c'est juste un petit break pour l'été. Évidemment, moi, je pense que c'est un petit break pour l'été. Puis si j'étais Pierre Poilievre et toutes les oppositions, je continuerais de cogner là-dessus jusqu'à temps qu'on ait des réponses. Parce que l'ingérence dans la démocratie canadienne, une indolence. On ne peut pas laisser ça passer. Absolument. Merci beaucoup, Stéphanie Tougat. Toujours passionnant. Merci. Salut.